Bonjour. Benoît Vérac, on est très heureux, je pense, d'être aujourd'hui présent à votre soutenance en présentiel. Donc, c'est un vrai plaisir, parce qu'on sort d'une période difficile, je crois, pour tout le monde. Donc, ce que je vais faire, donc le sujet de votre thèse, c'est la migration incrémentale d'interface utilisateur sur la base de techniques de transformation de modèle et de métamodélisation. Donc, je vais présenter le jury. Je pense que je vais bien le présenter quand je préside une thèse que le public connaisse un petit peu. Donc, Salah Sadou, donc, de l'Université de Bretagne-Sud, de l'ERISA, donc, qui est l'INRIA, enfin la partenariat de Bretagne, qui est rapporteur de la thèse. Jean-Rémy Faléry, Université de Bordeaux, INRIA aussi, voilà. Ah, ah oui, c'est vrai que vous n'êtes pas équipe INRIA, erreur. Donc, du LABRI, laboratoire CNRS, et donc c'est vrai que l'équipe n'est pas dans l'INRIA, effectivement. Donc, au niveau de l'encadrement côté industriel, puisque c'est une thèse de type CIFRE, Abderrahmane Serraï, donc de Berger-Levrault, qui est la société qui a financé la thèse, voilà, et donc qui est à Montpellier. Okay, la société Berger-Levrault étant à Paris, et le siège étant à Paris. L'encadrement, donc pour les locaux, Lily Loy, Nicolas Anctil, premier encadrant de la thèse, et Anne Etienne, qui est la deuxième encadrante de la thèse, directeur de recherche, et moi-même, Franck Barbier, de l'Université de Pau. On va vous laisser à peu près entre 40 et 45 minutes pour présenter vos travaux, et puis après, on passera à la séance de questions. Merci, et je remets le masque. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être venus pour ma soutenance de thèse, approche incrémentale pour la migration des interfaces graphiques d'applications utilisant les métamodèles. Je remercie le professeur Franck Barbier, président du jury, ainsi que mes deux rapporteurs, le professeur Salah Sadou et le docteur Jean-Rémy Faléry. Mes deux directeurs de thèse, donc ici à l'INRIA, à Hermode, le docteur Nicolas Anctil et la professeure Anne Etienne, et mon encadrant de thèse côté industriel, donc le docteur Abderrahmane Serraï. En effet, cette thèse a eu lieu dans le cadre d'une collaboration CIFRE entre l'INRIA et donc Berger-Levrault. Pour développer des logiciels, les développeurs utilisent des frameworks. Les frameworks fournissent un ensemble d'outils qui vont faciliter l'outil du développeur. Avec le temps, ces frameworks vont vieillir et ne vont plus pouvoir fonctionner sur les technologies les plus récentes. On va donc avoir besoin de modifier nos logiciels pour qu'ils puissent continuer de fonctionner. L'approche qui est proposée dans les entreprises, c'est la migration, c'est-à-dire plutôt que de réécrire l'application entièrement, l'adapter pour qu'après le logiciel puisse fonctionner avec le nouveau framework et donc sur les technologies les plus récentes. À Berger-Levrault, un exemple de migration qu'on doit effectuer, c'est pour les pages web. Donc ici, on a un exemple de page web à Berger-Levrault que l'on doit migrer. Alors, on ne voit pas très bien à cause du vidéoprojecteur, mais on a un panneau avec des champs texte et des petits boutons. Ici, c'est une page très simple. On a aussi des pages plus compliquées à migrer. Donc, c'est la suite de cette page-là. En fait, en bas, on a un énorme composant qui est composé d'un tableau et de différents champs texte. Et lorsqu'on va cliquer sur un élément du tableau, les champs texte ici vont s'auto-compléter. C'est un seul composant graphique. Ce n'est pas différents composants graphiques qu'on a connectés les uns aux autres, c'est un seul composant graphique. À Berger-Levrault, des pages comme ça, on en a beaucoup et sur différentes applications. Alors, sur l'application ressources humaines, qui est l'application la plus importante à Berger-Levrault à migrer, on a plus de 500 pages de ces types-là qu'on doit migrer donc de GWT vers Angular. GWT qui est la source de Berger-Levrault et Angular qui est l'objectif de l'entreprise. On a demandé aux équipes de développement d'estimer le temps de migration pour faire ce travail et on a laissé 36 ensembles qui ont été décidés. Au final, on doit donc migrer 1 million de lignes de code et plus de 21 000 classes. Utilisant le cas de Berger-Levrault, on découvre 4 problèmes industriels. D'abord, le nombre de produits, 150 produits qui doivent être migrés, et ces 150 produits sont développés avec plusieurs langages de programmation et frameworks. Donc, pour effectuer les migrations, on a besoin de réinventer les approches pour chaque solution. En plus de cela, on a la maintenabilité des applications sur plusieurs décennies. Ce sont des applications qui ont plus de 20 ans, qu'on doit encore maintenir sur plus de 20 ans. Et au jour le jour, les applications, elles vont suivre les lois en cours, et donc, du coup, on doit les maintenir au jour le jour. Le problème, c'est, on l'a vu, le temps de migration. On avait vu 36 ans pour l'application ressources humaines, et donc il y a une difficulté d'assurer en même temps la maintenabilité et le temps de migration. À partir de ces 4 problèmes industriels, on a donc déduit des problèmes plus scientifiques.
D'abord, comment supporter la migration d'interfaces graphiques définies avec différents frameworks d'interfaces graphiques. Et enfin, comment permettre la migration incrémentale qui va nous permettre d'assurer à la fois la maintenabilité et la migration avec les temps qu'on connaît. Donc, comment permettre la migration incrémentale d'applications définies avec différents frameworks d'interfaces graphiques. On a vu ensemble donc l'introduction de cette thèse. Je vais maintenant passer à l'état de l'art. Et ensuite, on verra les trois grandes contributions de la thèse. Migration d'interface graphique, migration incrémentale, les validations qu'on a dû effectuer sur les migrations, et on fera une conclusion. Donc, pour état de l'art, j'ai étudié les deux grands concepts qu'on a vus, migration d'interface graphique et migration incrémentale. On verra pendant la suite de cette thèse, vous retrouvez l'icône ici et l'icône qui est là en haut à droite, pour savoir si je parle de l'une ou de l'autre des contributions. Pour la migration d'interface graphique, on a étudié tout d'abord la représentation du visuel d'une application et les approches de migration d'interface graphique. Pour la représentation du visuel, on a commencé par regarder le modèle KDM qui est proposé par l'ONG, le Knowledge Discovery Meta Model. On va regarder ensemble les différents grands concepts que l'on retrouve pour représenter les interfaces graphiques dans ce métamodèle. Et à chaque fois, en bas à gauche, vous verrez, c'est ça, vous verrez les auteurs dans la littérature qui ont aussi utilisé ces concepts pour représenter des interfaces graphiques. Le premier concept qu'on trouve, c'est le patron composite pour représenter le DOM. Donc, le concept dit qu'un widget peut être à l'intérieur d'un autre widget. Ici, c'est représenté avec la composition entre UI ressources et abstract UI éléments. Le second concept, c'est la spécialisation des widgets. Donc, la capacité de représenter différents types de widgets qui sont présents dans une interface graphique, des boutons, des labels, etc. La notion d'événement, donc la capacité de représenter les interactions qu'effectue l'utilisateur avec l'interface graphique. La notion d'attribut, absent de KDM, mais que l'on retrouve chez différents auteurs, qui permettent de représenter un visuel différent pour un élément, par exemple la couleur d'un bouton ou le texte d'un lien. Et enfin, la notion de custom widget, ici UI custom, qui a été proposée seulement dans une publication et qui permet de représenter un widget qu'on aurait détecté, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est dans l'application source, mais qu'on n'a pas réussi à identifier. Je ne sais pas que c'est un bouton, mais je sais qu'il y a quelque chose là. Ces 5 grands concepts qu'on utilise, qui sont proposés dans la littérature, pour représenter les interfaces graphiques. Par contre, on peut toujours se demander est-ce que cette représentation est complète et est-ce qu'elle va permettre du coup d'effectuer la migration, quelles que soient les interfaces graphiques et quel que soit le langage source et le langage cible qu'on pourrait avoir. En parlant de migration, on a donc plusieurs approches de migration d'interfaces graphiques qui sont proposées dans la littérature. Les approches sur lesquelles on s'est concentré sont toutes celles qui travaillent sur l'utilisation d'un modèle pivot. Et à chaque fois, on a étudié l'extraction et la génération, soit vers du markup, du programming et du binary, ou vers du markup et du programming. Par markup, programming et binary, j'entends pour markup des interfaces graphiques qui seraient définies avec des langages à balisage, comme XML, HTML. Pour programming, des langages comme Java Swing. Et pour binary, on va être sur du Oracle, Access, des choses comme ça, où on n'a pas accès directement au source code qui permet de définir l'interface graphique. À Berger-Levrault, on va se concentrer seulement sur la partie migration depuis markup et programming vers markup et programming, mais on a étudié la littérature pour l'ensemble de ces propositions-là. Et donc, on va essayer de voir si les approches dans la littérature nous permettent de supporter la migration de différents frameworks d'interface graphique. Ici, on a donc le tableau récapitulatif des différentes publications qu'on a identifiées dans la littérature qui travaillent sur la migration d'interface graphique avec à chaque fois les contraintes que l'on a vues. Tout d'abord, on a 2 publications qui travaillent sur l'extraction de frameworks d'interface graphique définis avec des frameworks markup et vers l'export vers du markup. Ici, il y a plusieurs frameworks qui sont supportés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supporter en entrée du HTML et du XML, par exemple, et en sortie la même chose. On a 3 publications qui travaillent sur l'extraction depuis du binary et qui vont soit vers l'export markup, soit vers du programming. Et enfin, 3 publications qui travaillent sur l'extraction de programming et vers du markup et du programming. Au final, on se rend compte que seules les 2 premières publications travaillent sur du multi-framework, donc supportent plusieurs frameworks en entrée et plusieurs frameworks en sortie, mais ils ne travaillent que sur des extractions de markup language et d'exportation de markup language, alors que nous, à Berger-Levrault, on veut le support à la fois du markup et du programming en entrée et à la fois le support du markup et du programming en sortie. On va donc devoir regarder comment permettre la migration depuis différents GUI frameworks vers différents GUI frameworks.
Pour la migration incrémentale, maintenant, on va regarder les contraintes d'hybridation. On va le voir, en effet, dans la littérature. Pour effectuer la migration incrémentale, l'approche qui est proposée, c'est de partir d'une application source, qui elle-même est définie seulement avec des pages web ou autres définies grâce au framework source, d'aller vers une architecture hybride, où les éléments graphiques seront donc écrits avec des éléments du framework source et des éléments du framework cible, et enfin aller vers une application cible, où l'ensemble des pages, l'ensemble des composants est développé grâce au framework cible. La question, c'est quelles sont les contraintes identifiées dans la littérature à la conception d'une architecture hybride, et plus particulièrement dans le cadre de migration d'interfaces graphiques. Identifier 3 grandes contraintes. Tout d'abord, la communication, c'est-à-dire comment permettre aux différents langages impliqués dans l'architecture hybride de communiquer les uns avec les autres. Le type matching, donc c'est comment permettre lors de ces communications que le framework source et le framework cible, plutôt les pages définies avec le framework source et le framework cible, soient capables de manipuler les données et de les comprendre. Et enfin, le GUI mixing, puisqu'on est en train de migrer des interfaces graphiques, on doit se poser la question de comment est-ce que les interfaces, comment des éléments d'interface graphique définis dans un langage peuvent être mixés avec des éléments d'un autre langage. On a donc 3 contraintes, communication, type matching et GUI mixing. Cette fois encore, on a regardé dans la littérature si on retrouve des personnes qui ont travaillé sur l'ensemble de ces contraintes à la fois. Tout d'abord, on retrouve 4 papiers sur lesquels on travaille majoritairement sur le mixing de l'interface graphique et 3 papiers sur le matching de type, avec quelques personnes qui ont travaillé sur la communication. Mais on n'a pas trouvé dans la littérature de papier qui traite à la fois de la communication, du type matching et du GUI mixing. On va donc devoir regarder comment résoudre les 3 contraintes d'hybridation en même temps pour pouvoir permettre la migration d'interfaces graphiques de manière incrémentale. Pour cela, je fais une proposition. Donc, tout d'abord, on a une application source qui sera définie seulement avec des composants sources. Ensuite, on a une première étape qui est la première grande contribution de la thèse, qui est la migration automatique d'interfaces graphiques indépendamment de langage source et du langage cible, avec une extraction, le passage vers un modèle pivot d'interface graphique et la génération. Après d'éventuelles corrections manuelles faites par des développeurs, on aura une application hybride qui va pouvoir du coup livrer le temps de la migration. On va donc maintenant regarder la partie migration d'interface graphique. Ce travail a été majoritairement publié au journal ASE. La première chose que j'ai fait, c'est de découper l'interface graphique en plusieurs parties. Donc, cette partie de découpage, elle a été publiée à SANER en 2019 en Industrial Track. On l'a découpée en 3 parties. La première partie, c'est la partie visuelle. La partie visuelle, elle est composée des widgets. Donc, ce sont ces éléments assez simples qu'on va voir, un bouton, un lien, ou ici différents petits radio-boutons. Et aussi des widgets plus compliqués qui vont contenir d'autres widgets. Ici, par exemple, le field set qui va contenir les radio-boutons. En plus des widgets, on a les attributs. Les attributs qui vont aller spécifier le visuel d'un élément graphique. Ici, le bouton qui est sectionné parmi les 4, la couleur du bouton ou le texte du lien. Le layout qui va traiter de la disposition des éléments dans l'interface graphique. On a une toolbar ici qui est affichée vers le haut et les 2 field sets sont l'un à côté de l'autre et prennent chacun 50% de l'espace. En plus du visuel, je propose d'ajouter le comportement dans la décomposition des interfaces graphiques. Le comportement qui vient répondre à la question « Que se passe-t-il lorsque l'utilisateur interagit avec l'interface graphique ?» Le métier qui n'est pas traité pendant cette thèse, qui concerne les données manipulées par l'interface graphique. Par exemple, ici, les données qui serviraient à afficher le diagramme en camembert avec les différents éléments. À partir de cette décomposition, je propose une approche de migration en 3 grandes étapes. La première étape, c'est une extraction vers un modèle source. Pour cela, on effectue une analyse statique du code qui va nous permettre d'avoir un modèle plus facile à manipuler et à analyser. Ensuite, on a la migration du visuel et la migration du comportement. Pour la migration du visuel, elle s'effectue en 2 étapes. Une extraction du code visuel vers un modèle de code visuel et sa génération ensuite vers l'application migrée. Et pour la migration du comportement, une extraction du code comportemental vers un modèle de code comportemental et sa génération pour avoir l'application migrée. Ensemble, notre modèle de code visuel et notre modèle de code comportemental forment un modèle pivot qui va être utilisé pour l'ensemble des migrations, quel que soit le framework source et le framework cible.
Pour vous présenter cette approche, je vais me baser sur un exemple concret à Berger-Levrault de migration d'application GWT vers Angular. Mais on le verra, on a aussi travaillé sur le support d'extraction depuis différents frameworks et vers d'autres frameworks. Ici, le schéma ici qu'on a avec GWT, Pivot et Angular, on va le retrouver en bas à droite des slides pour à chaque fois vous rappeler si jamais on discute de la partie métamodélisation des interfaces graphiques ou extraction ou génération. On va maintenant pouvoir regarder du coup la partie migration de la partie visuelle des interfaces graphiques et donc l'ensemble du travail sur la métamodélisation et l'extraction et la génération a été publié à ASE. Donc tout d'abord, pour la partie métamodélisation de la partie visuelle, on a 3 packages qui vont nous permettre de représenter le visuel. Donc là, on a le core package qui reprend différents concepts qu'on en a trouvés dans la littérature et d'autres. En particulier, on retrouve le patron composite ici, avec container qui contient un widget. La notion d'attribut, que l'on retrouve ici, pour du coup l'aspect visuel des éléments graphiques, et les custom widgets. En plus du core package, on a donc le widget package, qui lui vient ajouter du coup la spécialisation des widgets. Alors on a la spécialisation des widgets, donc différents types, les liens, les listes, les panneaux, les tables, mais aussi la spécialisation des attributs, avec les sources, les noms et les labels. En plus du coup des 2 packages ici et des concepts qu'on avait revus dans la littérature, on ajoute le concept de layout et donc un package de layout pour représenter les grands layouts qui existent dans les interfaces graphiques, les grilles, bordures horizontales et verticales, et aussi des attributs qui vont nous permettre de bien spécifier l'aspect visuel des interfaces graphiques avec la size et la position. On a maintenant vu le métamodèle pour représenter la partie visuelle d'une interface graphique que l'on va utiliser pour la migration. On va donc pouvoir regarder les différentes étapes que l'on va effectuer pour effectuer justement la migration. Il y en a 4. Alors 2 étapes pour l'extraction et 2 étapes pour la génération. La première étape, c'est configuration pour le framework depuis un framework source. C'est une étape qu'on va réaliser une seule fois, quel que soit le framework source. Si je dois migrer 15 applications qui ont été développées en Java Swing, on va effectuer cette étape qu'une seule fois. Ensuite, on a l'extraction de l'application, qu'on sera réalisée pour chaque migration. La configuration pour la génération vers le framework cible, pareil, on va l'effectuer qu'une seule fois on va migrer vers un framework nouveau cible, un nouveau framework cible. Par exemple, si je dois migrer 15 applications en Angular, cette étape ne sera effectuée qu'une seule fois pour l'ensemble des applications. Et enfin, la génération de l'application. On a un exemple de code GWT. Donc là, on a le code GWT vers le haut, et pour simplifier, en bas, on a la représentation visuelle de à quoi correspond ce code, c'est-à-dire un panel qui contient un label, et ici un lien. La première étape pour migrer du coup cette interface, c'est d'effectuer la configuration pour l'extraction depuis un nouveau framework. Alors, pour faire cela, je propose de faire un mapping entre un framework source et un métamodèle pivot. Des exemples de mapping, ça peut être pour JBouton, par exemple, qui serait défini dans Java Swing, un framework programming language, de le mapper avec notre concept de bouton. Pour des frameworks à balisage, ici A vers le lien. Et on a aussi des mappings plus compliqués, avec ici le passage de GWT horizontal panel, qui serait mappé vers 2 éléments dans notre métamodèle d'interface graphique, panel et layout horizontal. Une fois qu'on a effectué le mapping, on peut donc travailler sur l'extraction de l'application. Donc pour cela, on va se baser sur notre modèle source et on va aller rechercher les concepts que l'on a dans notre mapping. Ici, link label qui est donc lié à notre concept de lien. Là, on va retrouver la création du DOM, le pattern composite. Et ici, on a la création d'un widget. Grâce à ce mapping, on arrive à obtenir un modèle d'interface graphique. Ici, on retrouve donc le panel content avec le label et le link label et leurs attributs. Une fois qu'on a ce modèle, on va donc pouvoir travailler sur la génération. Donc pour effectuer la génération, d'abord on configure notre outil pour le support d'un nouveau framework cible. Et donc cette fois-ci, on passe par un mapping entre notre métamodèle pivot et un framework cible. Ici, encore une fois, différents exemples. On pourrait avoir le concept de bouton de notre métamodèle pivot qui est lié vers le tag button si on était vers un langage de markup language. Lien vers GWT link label. Et encore une fois, on a des mappings plus compliqués. Ici, le panel plus les layout horizontales vont être traduits avec différents widgets, donc plusieurs divs, avec aussi différents attributs, pgrille et plusieurs pcolonnes qui eux-mêmes sont calculés en fonction du nombre d'éléments qui sont ajoutés à l'intérieur justement de ce panel-là, pour respecter correctement l'aspect visuel.
Pour la génération de l'application, on va donc parcourir notre modèle, utiliser notre mapping pour aller récupérer les différents éléments. Content va être lié vers la balise HTML div ou link label avec un A. Et ensuite, en visitant notre modèle, on va pouvoir générer le code Angular cible. Donc ici, on obtient bien les différents divs, le P et le A qui correspondent en fait à l'interface graphique que l'on avait au début. C'est donc avec un double mapping, framework source vers métamodèle pivot vers framework cible, que je propose d'effectuer la migration de la partie visuelle des interfaces graphiques. Et ici, on a un exemple du coup de GWT vers Angular. On va donc maintenant regarder la partie migration du code comportemental. Cette partie, elle a été publiée à ICSME 2021 en Industrial Track. Encore une fois, on aura la partie extraction du code comportemental vers un modèle de code comportemental et la génération du code comportemental. On va commencer à regarder du coup notre métamodèle pour représenter la partie comportement. Il est divisé en deux grandes parties qu'on va détailler ensemble. Tout d'abord, on a la partie notion d'événement, qui va donc regrouper les événements qui peuvent être soulevés lorsque l'utilisateur interagit avec l'interface graphique. On trouve le clic, error si jamais il soumet un formulaire et que le formulaire n'est pas correct, submit quand il soumet le formulaire. Et la partie code de manipulation d'interface graphique, qui vient en extension d'un modèle d'AST et qui est lié à notre modèle d'interface graphique, la partie visuelle ici qu'on retrouve avec les widgets, attributs, containers. À l'intérieur de ce modèle, on retrouve différents éléments qui représentent justement la manipulation de l'interface graphique. On retrouve la navigation qui permet d'aller d'une page web à une autre ou d'une page d'un logiciel desktop à un autre. L'ouverture d'un dialogue, l'ouverture d'une pop-up et aussi l'accès à des attributs de widgets, tout simplement pour récupérer par exemple le champ, la valeur d'un champ texte ou modifier la couleur d'un bouton en fonction de telle ou telle condition. Ces éléments. Encore, on a 4 étapes pour effectuer la migration du code comportemental. La configuration pour l'extraction depuis un framework source, l'extraction de l'application, la configuration pour la génération et la génération de l'application. Je vais aussi me baser sur un exemple d'application GWT à Berger-Levrault. En haut, on a un élément de code qui représente la création de différents clics, possibles par l'utilisateur sur l'interface graphique. Ici, on a un click handler qui est créé et ici un autre. Et là, on a un élément de code qui est exécuté lorsque l'utilisateur interagit avec l'interface graphique. Et donc, c'est là-dedans on va retrouver justement du code comportemental qui va faire interagir avec l'interface graphique. Pour la configuration, je propose d'effectuer un mapping entre notre framework source et le métamodèle pivot. Donc, un exemple, c'est de passer du click handler dans le framework source vers notre concept de click et de matcher le pattern eventPopup.display, donc cette expression, avec le concept de ouverture de pop-up qu'on avait mis dans notre métamodèle de comportement. Par l'extraction, on va donc, comme tout à l'heure, rechercher dans le code nos concepts. Ici, clickHandler qui va donc être mappé avec notre concept de click. Et ici, dans le code, eventPopUpDisplayError et workspace.getPhaseManager.displayPhase qui, en fait, sont des éléments de code comportemental. Pour l'élément de code en bas, la première étape qu'on va effectuer, c'est de le parser et d'obtenir un modèle d'AST. Ensuite, à partir de ce modèle d'AST, on va faire une recherche et on va aller mapper, on va aller faire une recherche et on va aller récupérer les éléments de code comportemental. Donc ici, on a eventPopUpDisplayError avec son argument. Et ici, on a le workspace, getPhaseManager, etc. qui se retrouve ici. Et on va faire une transformation de modèle pour aller insérer nos nouveaux concepts de code comportemental. Ici, l'ouverture de la pop-up qui vient récupérer le paramètre qu'on avait précédemment. Et la navigation qui, cette fois-ci, lui, est liée à notre modèle visuel, puisqu'on navigue vers une page qui, lui, représentait notre modèle visuel. Génération. Je propose d'effectuer tout d'abord pour la configuration pour un nouveau framework cible un mapping entre notre métamodèle pivot et le framework cible et ses dépendances. Ici, la notion de click va être mappée avec cet attribut particulier d'Angular. On le voit avec les parenthèses sur le côté pour représenter un click. Et l'ouverture d'une pop-up avec l'utilisation d'une variable qui va contenir le service de pop-up et le service de pop-up en dépendance.
la génération, on va visiter le modèle, récupérer grâce au mapping les différentes connaissances qu'on a acquises, avec ici donc opening pop-up qui est une pop-up avec les dépendances, pardon, et navigating qui va donc être la navigation avec la dépendance vers le service de navigation. Et en visitant le modèle, on va pouvoir générer le code Angular. Donc on a en bas le code qui a été généré avec la pop-up. Ici on voit le toaster service pour notre pop-up et la navigation qui utilise le desktop service en Angular. Et en haut, on a l'injection des dépendances qui sont nécessaires pour pouvoir permettre à ce code de fonctionner. Donc avec ce double mapping ici, framework source vers métamodèle pivot et métamodèle pivot vers framework cible et dépendance, que je propose d'effectuer la migration d'interface graphique, la partie comportement. Et donc ici, on voit bien le code GWT qui a été migré vers Angular. On a donc vu ensemble la migration d'interface graphique, ma proposition pour effectuer la migration d'interface graphique, avec l'extraction vers un modèle source à partir du code source, et après l'extraction du code visuel et sa génération, l'extraction du code comportemental et sa génération, chacune de ces étapes divisées avec la configuration pour supporter un nouveau framework, étape qu'on effectuera qu'une seule fois, quel que soit le framework en entrée et en sortie, et effectuer l'extraction et la génération de l'application. On va donc maintenant regarder la partie migration incrémentale d'application. Ce travail sur la migration incrémentale, il a été publié à I3E Software et il y a un papier qui est actuellement soumis à CASE 2021. Tout d'abord, je propose donc d'effectuer une migration incrémentale en 3 étapes. On a une application source qui est définie intégralement avec les pages définies dans le langage source. De ces pages, on va sélectionner une page que l'on souhaite migrer. On va migrer la page, par exemple en utilisant notre outil de migration automatique des interfaces graphiques. Impacter la page qui a été migrée et la déployer dans une architecture hybride qui du coup est délivrée au client pendant tout le long du processus de migration. Et lorsque toutes les pages sont migrées, on a une application cible qui est composée seulement de pages définies dans le framework cible qui est donc envoyée au client et ça devient l'application officielle. Comme on l'a vu dans la littérature, on va se demander comment fonctionne l'architecture hybride et comment on a résolu nos 3 contraintes. Alors tout d'abord, on a défini une architecture hybride pour nos applications qui est divisée en 3 grandes parties. Tout d'abord, on a le contrôleur. Le contrôleur, c'est la porte d'entrée de l'application, celle qui va gérer l'état de l'application, par exemple, quelles sont les pages web qui sont actuellement ouvertes, et qui va gérer les droits d'accès des utilisateurs. Est-ce que tel utilisateur a le droit d'effectuer telle action? Est-ce qu'il a le droit de faire tel appel au back-end? Des choses comme ça. En plus de cela, on va avoir 2 grandes parties qui sont les pages définies dans le framework source et les pages qui sont définies dans le framework cible. L'ensemble de ces pages n'ont pas le droit de communiquer les unes avec les autres. Elles sont obligées de communiquer à travers le contrôleur. On va maintenant voir comment est-ce qu'on a résolu les 3 contraintes communication, type matching et GUI mixing. Pour la communication, on propose une architecture opérationnelle. Tout d'abord, on a notre application hybride qui, elle, est composée d'un back-end et d'un front-end. On va se concentrer sur la partie front-end. On va voir qu'on retrouve du coup notre contrôleur, le code source et le code cible. Ici, GWT et Angular dans l'exemple de Berger-Legros. L'ensemble de ce code-là, on va l'utiliser et le compiler, ou plutôt le transpiler grâce à des compilateurs différents, vers un seul et même langage. À Berger-Legros, on est dans le cadre du monde web, et donc là, on va se concentrer sur la partie web. Et donc, on va travailler sur la migration vers du JavaScript, le langage qui est utilisé dans les navigateurs web pour effectuer du scripting et du codage. Et donc, ça va nous permettre d'avoir la communication entre les différents éléments, puisqu'ils vont tous utiliser ici le même langage. On a quand même dû résoudre le problème de type matching lorsqu'il y a des communications avec de la donnée. Donc pour ça, je vais vous exposer un exemple. On a une page originale qui est définie dans un framework source, ici par exemple GWT, et elle va faire une navigation vers une page Angular. La page source, ça peut être un tableau qui va lister des utilisateurs, et la page cible, le détail d'un utilisateur lorsqu'on a cliqué sur un élément. Donc la page source va demander au contrôleur d'effectuer une navigation vers une nouvelle page en donnant de la donnée. Le contrôleur va stocker la donnée qui est censée transiter et va effectuer l'ouverture de la page cible. La page cible va découvrir qu'elle a besoin de données pour pouvoir s'afficher. Elle va donc demander au contrôleur les données à afficher.
Le contrôleur va sérialiser les données, les renvoyer à la page cible et que la page cible va les désérialiser. Ici, on est sur une communication hybride, donc on a eu le contrôleur qui a eu besoin de sérialiser et désérialiser les données. Évidemment, dans le cas d'une communication non hybride, par exemple, si on avait dû communiquer de GWT vers GWT, on n'aurait pas effectué les étapes 4 et 6 de sérialisation et désérialisation pour des questions de performance. Enfin, pour le GUI mixing, on a utilisé une technologie web récente qui sont les web components. Les web components, c'est une technique qui va nous permettre d'encapsuler, comme si on crée une classe, du JavaScript, du CSS et du HTML. Finalement, tout ce qui compose un élément graphique dans une interface graphique. Et donc, dans le cas de la migration, on va encapsuler une page qu'on a migrée, et donc du coup, la nouvelle manière de l'écrire, et construire le web component, exactement comme une classe qu'on pourrait instancier. Et on va l'enregistrer dans le navigateur web avec un tag qui servira de référence vers ce web component. Pendant l'utilisation, lorsqu'un utilisateur va naviguer vers une page qui a été migrée, au lieu de voir la page comme elle aurait dû s'afficher normalement, on va ajouter seulement le tag du web component qu'on vient justement de migrer. Le navigateur web va aller rechercher dans son registre quels sont les web components liés avec ce tag, va aller retrouver la page migrée, l'instancier, l'injecter dans la page à la place ou à l'intérieur plutôt de là où on a le tag. Au final, l'utilisateur, pour lui, c'est transparent, il va avoir la page web migrée qui va s'afficher et en fait, elle sera encapsulée à l'intérieur d'un web component. Donc comme ça, je propose d'effectuer la migration incrémentale. On part d'une application source, on la sélectionne, on la migre, on l'impacte en utilisant par exemple les web components et on obtient une application cible à la fin entièrement migrée, avec au milieu l'utilisation d'une architecture hybride qui répond aux 3 contraintes permettant la migration d'interface graphique. On va donc maintenant regarder la validation que j'ai effectuée sur ce travail. Je précise que la validation ici est aussi une contribution de la thèse, puisqu'en étudiant la littérature, nous n'avons pas, à notre connaissance, trouvé de travaux qui nous permettent de valider intégralement la migration d'interface graphique, d'application et d'interface graphique. Une partie du travail sur la validation a d'ailleurs été publiée à Quatic 2020 pour justement montrer les différents challenges qu'on devra résoudre pour plus tard effectuer des migrations, des validations de manière plus automatique. Pour effectuer la validation, on a travaillé sur l'implémentation de différents importeurs et exporteurs et on a donc conçu un métamodèle pour l'ensemble de nos cas d'études. On a travaillé donc sur plusieurs importeurs, GWT BL-Core dans le cadre de Berger-Levrault, BL-Core qui est donc le framework interne à Berger-Levrault pour ces applications, qui vient comme une extension de GWT. Des importeurs Swing, Spec, HTML, GWT GXT, un autre framework d'extension de GWT, et Silverlight. Différents exporteurs, Angular, Spec, Spec2, Seaside et Aurelia. Et au final, notre métamodèle, avec la spécialisation des widgets et des attributs, consiste en 66 types de widgets, 38 types d'attributs et plus d'une dizaine de types d'événements. On a expérimenté notre approche sur 7 projets différents. 4 projets viennent de Berger-Levrault, KitchenSink, PostOffice, Hommage et RH. KitchenSink, c'est une application de démonstration où on va retrouver l'ensemble des éléments graphiques. PostOffice, c'est une application qui va nous permettre de gérer le courrier. Hommage est une application qui va nous permettre de gérer les licences d'utilisateurs pour un logiciel. Et ressources humaines, une application de ressources humaines. Pour l'ensemble de ces applications-là, on a travaillé sur la migration depuis BL-Core vers Angular. On a aussi travaillé sur 3 projets open source. Tracar, qui est donc développé avec GXT et qu'on a migré vers Seaside, un framework pour effectuer du web en Faro. Et Tracar, c'est une application qui va nous permettre de faire du suivi GPS de personnes. Et enfin, on a migré 2 applications de Spec vers Spec2, DB Manager et SpecDB. DB Manager, une application qui permet de gérer la connexion aux bases de données que l'on a en Faro. Et SpecDB, une application de démonstration en Faro de l'utilisation de différents composants graphiques. Pour valider notre approche, on a d'abord regardé les validations, on a d'abord travaillé sur la validation de l'extraction, et donc on a regardé 3 métriques. Tout d'abord, on a vu la détection, qu'on a identifiée dans la littérature, la détection qui répond à la question où sont les widgets dans le code. Donc ici, c'est la capacité que l'on a à savoir qu'il y a 3 widgets, en réalité 2 widgets et un attribut, ici texte. Une fois qu'on a la détection, on a regardé l'identification. L'identification,
c'est la capacité de dire que ce widget que j'ai trouvé s'étend, ici panel, bouton ou un texte, ici un attribut texte. Et enfin, l'affectation, c'est notre capacité à reconstruire le DOM et donc de dire le bouton, il est dans le panel et ce texte, cet attribut texte est associé à ce bouton. Travailler sur, on a regardé ces métriques sur 5 applications, Kitchen, Post Office, donc de Berger-Levrault, et Tracker, DB Manager et SpecDB qui sont open source. Et on a réussi à obtenir 99% de détection des widgets. Parmi ces 99%, 98% d'identification et 99% d'affectation correctement effectuée. Pour les attributs, on a 87% des attributs qui sont correctement détectés par notre approche, 98% qui sont correctement identifiés et 100% affectés. On a étudié le pourquoi du 87% pour la détection des attributs. En fait, c'est dû à la pluralité des manières de définir des attributs dans une interface graphique. Vous pensez au setter, constructeur, factory. On a aussi des attributs qui sont cachés parce qu'ils sont présents à l'intérieur, définis par défaut dans les frameworks. Par exemple, on peut penser à un framework qui dirait tous les boutons sont bleus. Par une analyse statique du code sans rentrer dans le framework, c'est très compliqué d'extraire ces informations-là et on doit les retrouver à la main, d'où le 87%. Enfin, pour l'extraction des événements, on a travaillé ici seulement sur l'application KitchenSync de Berger-Levrault, mais on a obtenu 100% de détection des événements, 98% d'identification et 95% d'affectation. Pour conclure, qu'on a réussi à avoir une extraction des interfaces graphiques indépendantes du framework source. Pour ce qui est de la génération, on a travaillé sur 4 aspects: la comparaison de l'aspect visuel, la qualité du code qui est généré, l'analyse des coûts en performance de notre architecture hybride et la validation des développeurs de Berger-Levrault d'une application entièrement migrée. Alors pour d'abord la comparaison de l'aspect visuel. Donc voici un aspect visuel après juste utilisation de notre approche de migration d'interface graphique. En haut à gauche, vous avez l'application DB Manager écrite en Spec que l'on a migré vers Spec 2. Ici, les noms sont trompeurs. On pense que Spec et Spec 2, c'est juste une mise à jour. C'est vraiment Spec 2 est vraiment un framework qui a été complètement redéveloppé. On est vraiment sur une migration. On obtient des visuels quasi identiques. En fait, on retrouve bien le même layout avec la disposition ici des 2 boutons et du champ avec ici les différents boutons. On a les mêmes éléments ici. Si on est un tout petit peu tatillon, on va voir qu'il y a certains éléments graphiques, le texte des boutons ici qui est différent, et ici un espace entre les boutons en bas à droite qui n'est pas présent. En cas de Berger-Levrault, ici on a donc la migration depuis GWT vers Angular. Ici c'est pareil, on est sur du quasi identique pour la migration avec le panel avec l'ensemble de ces champs, de ces liens qu'on retrouve. Cette fois, si on va être très tatillon, il y a une différence dans l'ombre portée du panel en bas par rapport à ici. On a aussi effectué la migration de Homage intégralement. Donc, Homage était l'application de gestion des licences à Berger-Levrault qu'on a effectuée. On a demandé, alors d'abord, on a travaillé sur la migration avec notre outil, et après, on a demandé à des développeurs qui ne faisaient pas partie directement de l'entreprise, un stagiaire et un ingénieur qui venaient d'être embauchés en réalité, de travailler sur la fin de la migration. Au total, il aura fallu 40 jours, un peu plus de 40 jours pour finaliser la migration. Et donc, c'est 24 pages migrées et 191 000 lignes de code. Ici, on voit le temps qui a été utilisé par le stagiaire pour effectuer la migration du visuel, seulement du visuel, pas du comportement. Et on voit le temps nécessaire qui descend au fur et à mesure que, 1, il prend de l'expérience, et 2, qu'il a pu compléter notre outil en ajoutant des widgets lors de la spécialisation des widgets dans notre métamodèle. Donc, ce résultat pour l'application d'Homage. En haut, vous avez l'application en GWT et en bas, la version pour Angular. On retrouve l'ensemble des composants qui sont disposés au même endroit. Il y a un tout petit écart, il y a un petit écart visuel qui existe, et on a demandé à Berger-Levrault, et ils nous ont dit que le but n'est pas d'effectuer 100% de visuel, et qu'en fait, là, ici, retrouver l'ensemble des composants au même endroit avec les mêmes fonctionnalités, c'était suffisant. Ensuite, on a travaillé du coup sur l'analyse de la qualité du code généré. Tout d'abord, on a l'application originale et on a pris l'application après migration automatique, donc juste notre outil, sans intervention des développeurs. Et on a regardé les résultats qui ont été fournis par l'outil SonarCube. D'abord, on a les problèmes de fiabilité. On est passé de 1300 à 600 problèmes de fiabilité. De maintenabilité, on est passé de 5000 à 1000 et de sécurité de 4 à 1. Ici, il faut noter quand même que l'objectif, ce n'était pas de réduire le nombre de problèmes, c'était juste d'avoir l'application migrée et fonctionnelle. Mais on peut expliquer justement la descente de ce nombre de problèmes par la standardisation du code.
qu'on a effectuées pendant la migration et l'utilisation des nouvelles normes que l'on peut retrouver. Pour l'architecture hybride, on a effectué différentes communications entre des pages qui ont été définies dans un langage et des pages définies dans un autre. On a donc des communications de GWT vers GWT, GWT vers Angular et Angular vers GWT, Angular vers Angular. Pour les communications non hybrides, on obtient 2 millisecondes en moyenne sur un total de 1000 exécutions pour effectuer les communications. C'est très peu, c'est négligeable. Pour Angular vers GWT, on obtient 7 millisecondes, et pour GWT vers Angular, on obtient 49 millisecondes. On a étudié le pourquoi du 49 millisecondes, qui est beaucoup plus haut que le 7 millisecondes qu'on obtient dans l'autre sens, Angular vers GWT, et c'est dû à un problème de performance du framework de désérialisation qui est utilisé en Angular, et donc il y a une issue qui est ouverte si quelqu'un a envie de participer un jour et nous aider sur la migration. Enfin, on a demandé aux développeurs de l'application Hommage de nous informer sur est-ce qu'ils considéraient que l'application était correctement migrée ou pas. En particulier, on a demandé à l'expert de l'entreprise d'évaluer la compréhension, la modification du code et la capacité qu'il a à retrouver son code entre l'application source et l'application d'aujourd'hui. Il nous a dit que pour l'ensemble de ces critères, pour lui, l'application était correctement migrée. En plus, ils ont effectué les 56 tests fonctionnels de l'application qui sont tous passés. Aujourd'hui, à Berger-Levrault, l'application Hommage est celle qui est utilisée en production. La version Angular, oui. Conclusion. Donc, je propose du coup pour cette thèse une migration incrémentale qui est indépendante du framework source et du framework cible, avec le passage avec une migration automatique des interfaces graphiques en utilisant un modèle d'interface graphique pivot, qui nous permet d'effectuer la migration depuis, entre autres, GWT pour Angular, dans le cas de Berger-Levrault. L'ensemble des travaux ont été publiés dans différentes conférences et journaux, en particulier le journal ASE et I3E Software. J'ai aussi eu l'occasion de publier à d'autres conférences sur d'autres thématiques, en particulier sur la métamodélisation ou alors sur l'utilisation des tests. Plusieurs travaux futurs sont envisagés après cette thèse. Tout d'abord, pour la migration de nouveaux langages en source. On peut penser à Power Builder, on peut penser à Access avec la thèse de Santiago Bragagnolo qui a commencé, qui travaille du coup sur l'extraction de binary, qui n'ont pas été fait du coup pendant cette thèse, et le support de Silverlight. Pour l'exportation et la génération, on regarde comment migrer vers des micro-frontends qui sont la nouvelle norme maintenant pour travailler sur les interfaces graphiques. La rénovation du back-end avec le passage vers des microservices et un changement de protocole de communication, passer de RPC qui était proposé par GWT par défaut vers du RESTful. Et enfin, la génération de tests et de l'analyse de traces logicielles avec une thèse qui est prévue d'ici la fin de l'année. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie d'avoir parfaitement tenu le timing. On va passer aux questions. On va commencer par les rapporteurs. Ça je laisse la parole. Ok, merci. Merci pour cette excellente présentation. Comme d'ailleurs, le rapport que j'ai lu, certes pendant l'été, mais désolé. Vieux, donc, il était plus vieux, donc il m'a bien occupé, donc c'est non, c'est. Moi, j'ai certaines sont du repos. Merci. L'approche qu'on va l'utiliser, c'est une approche qui rentre dans un contexte quand même idéal, l'ingénierie dirigée par le avec l'idée de mettre un pivot, ce qui permet aussi effectivement de diminuer le nombre de transformateurs source vers la mais ce que je n'ai pas vu clairement, c'est le fait d'utiliser des modèles de transformation. La présentation et même dans le texte, on a l'impression que c'est, surtout pour la deuxième partie, c'est du non pas. Je n'ai jamais vu parler d'ATL, etc. Est-ce qu'il y a des modèles de transformation qui ont été utilisés pour passer du modèle source vers le modèle pivot et du modèle pivot vers le modèle cible? C'est quelque chose. Alors pour la première partie, pour la deuxième partie, juste pour la partie comportement, du coup, sur l'ensemble.
pour déjà, parlons de la première partie. Oui, alors dans la littérature, dans ce que nous on a étudié, ce que moi j'ai étudié, j'ai pas trouvé, sinon j'aurais appliqué la même chose, j'ai pas trouvé de personne qui avait proposé justement l'utilisation de QVT ou d'un langage qui permettrait de faire les transformations. Par contre, on est d'accord que l'utilisation de ce genre de langage devrait l'effectuer maintenant, surtout après notre expérience, récupérer du coup nos patterns et essayer de les exprimer dans ces langages-là pour qu'après on puisse les réutiliser, par exemple dans d'autres outils qu'on pourrait redévelopper. Ça, c'est une bonne idée. Parce que parfois, les termes sont utilisés. Mm-hmm. Modèle de transformation, mais c'était au sens large, modèle. Oui, on fait une. Oui. C'était au sens large, c'est pas au terme fondamental, je veux dire. IBM. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui était un petit peu perturbant. Mais on a effectivement, à partir justement de l'analyse qu'on a fait là, on est en train de travailler sur une autre thèse justement qui va nous permettre de faciliter le travail sur la transformation de modèles avec les exemples qu'on a eu là. Bien. Et après, ça va pouvoir trouver des métamodèles, des cibles de sources de tous les cas, et voilà. Ça serait, ou les faire, hein, ça serait une contribution en soi. On est d'accord. Très bien. Je vais essayer d'être une question par partie. Oui. Pour ne pas accaparer tout l'espace de questions. Au niveau des générateurs, à certains moments, les différences, ils sont finis manuellement. Oui. D'accord. Mais concrètement, avec le recul, comment fait-il pour qu'on puisse faire quand même la génération complètement automatique? Alors déjà, ici, on n'a pas encore traité la partie métier. Dans la thèse, ce qui est présenté, la partie métier, elle n'a pas été gérée. Mais restons dans la partie. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je me pas dit ça parce qu'en fait, après le moment où on a écrit la thèse, etc., on a commencé à travailler dans ce moment-là sur le support du métier et ça a beaucoup aidé le travail des développeurs parce que une grande partie du code qui avait encore à être écrit manuellement, ça a été justement le lien entre le back-end et le front-end pour compléter les tableaux, pour réafficher les données. Et ça se divise en deux grandes parties. C'est la génération automatique des services. Donc on l'a vu à la fin, on propose le passage de RPC vers REST, c'est des choses auxquelles on pense. Et c'est des choses sur lesquelles on va commencer à travailler justement. Et la création des données, donc comment sont représentées les données qui transitent entre le back-end et le front-end. Et en fait, c'est cette partie-là principalement qui manque. Après, donc ça c'est la première chose qu'il faudrait faire. La deuxième chose, il faudrait ici formaliser, ce qu'on n'a pas fait dans cette thèse, formaliser vraiment le métamodèle cible. Ici Angular, et donc avoir une représentation d'Angular, et après pareil pour chaque langage cible, qui va nous permettre de pouvoir mieux créer un générateur qui sera finement tunable, je vais dire, pour pouvoir faire la génération jusqu'au bout. Maintenant, moi personnellement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit capable d'effectuer intégralement la migration, je pense qu'on a besoin, et de toute façon, d'un point de vue industriel, on va forcément passer par les développeurs qui vont devoir repasser sur l'application et aller valider chaque page. Donc, s'il y a une petite action à effectuer, j'entends une petite action en moins d'1 ou 2 jours de boulot par page, c'est pas excessif, au vu du nombre de développeurs et au vu du nombre d'interactions à faire. Et s'il y avait une aide d'inontologie à côté? Pour pouvoir s'appuyer dessus et réaliser la transformation, et après un peu plus contextuelle. Je pense qu'il faudrait, là aujourd'hui je ne sais pas, je pense qu'il faudrait étudier le cas. Okay. Très bien. Une question qui prend un peu le recul sur la partie incrémentale. Oui. Qu'est-ce qui justifie le fait de vouloir avoir cette transformation en manière? On l'a vu au début, les applications pour RH, ressources humaines, c'est 36 ans de migration. Alors on peut avoir 36 hommes si on a envie, mais enfin, on n'arrivera pas à descendre à très peu. Non, mais en utilisant votre... Oui. Ah, qu'est-ce qui justifie? Comment ça? Une fois que vous l'avez, la partenaire, la migration automatique. La migration incrémentale, elle va justement nous permettre on migre l'application et on va faire justement, les développeurs vont pouvoir prendre une page, la corriger, l'intégrer dans l'architecture hybride, la livrer au client. Et comme il y a beaucoup de pages et que ça va prendre du temps à faire toutes les petites corrections manuelles, ça nous assure qu'on peut faire quand même la migration. C'est vraiment pour nous permettre d'effectuer la migration, même en équipe réduite en fait. Parce que
Imaginons on part de GWT vers Angular. On a aujourd'hui une trentaine de développeurs sur l'application RH, à peu près. On ne va pas embaucher 30 développeurs Angular pour effectuer la migration et après virer la moitié GWT. On a donc besoin de diviser l'équipe. Mais diviser l'équipe, c'est réduire notre capacité à maintenir l'application. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir, on a un manque de manœuvre et de coûts qu'on doit effectuer. Et c'est là qu'on a la migration incrémentale qui vient permettre ça à l'entreprise. Ouais. En fait, quand il y avait au départ la présentation de temps qu'il fallait pour pouvoir migrer en norme, il aurait fallu présenter aussi l'automatique. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce qu'on a gagné, en fin de compte, est-ce que c'est quelque chose de jouable concrètement? Il faut dire, bon, ça prend, je ne sais pas maintenant quel temps ça peut prendre, et dire, bon, la solution pour encore aller plus loin, c'est l'incrémental. Ouais. Il y a ce temps au milieu de dire, malgré l'incrémentation automatique, voilà ce qu'on aura gagné, mais ce qu'on a gagné reste encore pas suffisant pour pouvoir tout de suite rendre en migre et tout de suite applicable. Et c'est ce qui va justifier. Oui, effectivement. Avec l'application Hommage, on a vu, après utilisation de l'outil, il a fallu une quarantaine de jours encore à des développeurs. Et probablement qu'en étant vraiment avec ce côté incrémental, le temps va même s'allonger un petit peu parce qu'il y a la division de l'équipe, mais elle va au moins permettre la migration. On peut revenir sur les slides. Bien sûr. 95-96, c'est la partie validation. 95-96, vous m'avez dit. 95. Oui. Voilà. Donc là, il y a des pourcentages. Oui. Et là, on est en train de faire une validation, c'est-à-dire une expérimentation contrôlée, puisque c'est ça, puisqu'il c'est déjà les résultats. Oui. Et ça aurait été mieux de montrer ça sous forme d'une table de conclusion pour dire, pour moi, parce qu'on veut montrer la précision et le recul, parce que c'est de savoir ce qui m'intéresse, quoi, juste ce que je trouve, c'est vrai, mais je m'en fous si je rate des positifs. Ou je veux savoir s'il y a du recul, c'est-à-dire des choses qui étaient positives, combien il me reste à rattraper à la main, parce que c'est ça le temps humain qui prend. D'accord. Donc là, moi, j'aurais vu une table de conclusion qui me parlerait plus clairement, elle me donnerait une attention plus complète. D'accord. C'est les deux slides. Après, bon, je suis perspective. Merci. Puisqu'il y en a une déjà sur la thèse. Qu'est-ce qu'on demande sur une thèse, mais à part ouvrir sur une nouvelle. Et donc, c'est excellent. Merci. Et je vous remercie encore une fois. C'était une excellente présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Salah. Jérémy Fadéry, deuxième rapporteur. Merci. Déjà, je vais me joindre aux remarques de Salah sur la qualité du manuscrit et de la présentation. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé le sujet, parce que je trouve que c'est un sujet difficile sur lequel j'ai travaillé. Code legacy, sur des GUI, c'est du code qui n'est pas simple à travailler automatiquement, donc ça c'est demande du courage. J'ai beaucoup aimé que tu aies utilisé beaucoup d'exemples, que ce soit dans le rapport, que ce soit dans le manuscrit, que ce soit dans la présentation. Et aussi, j'ai beaucoup aimé ta démarche expérimentale qui consistait à valider les propositions que tu as faites de manière concrète et empirique. Et bien entendu, la lecture de ton manuscrit puis ta présentation, ça m'a quand même posé quelques interrogations. Je vais essayer d'en discuter un petit peu avec toi. Et la première, en fait, c'est déjà sur revenir sur cette approche-là de métamodèle pivot qui a l'air assez intéressante en pratique. Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans cette approche, c'est que, en fait, pour l'instant, ce modèle pivot, il est fait parce que tu as regardé un certain nombre de frameworks de GUI. Et dedans, il y a des éléments. Alors, il y a des trucs que tu standardises. Puis ça, c'est les boutons. Ça, c'est des trucs de mots de passe. Ça, c'est des fields, des radiobots, etc. Ça, c'est standard. Et puis, tu as cette notion aussi de custom widget que, genre, bon, ça, c'est un truc que je ne reconnais pas, c'est un custom widget. Ouais. Ceci dit, les frameworks de GUI, ils sont assez divers. Par exemple, tu n'as pas fait des gros frameworks comme GPK, Qt, des trucs comme ça. Comment on décide si un truc c'est standard, si un truc c'est custom, comment on le fait vivre ce gros métamodèle pivot? Alors la première étape, ça a été de ne pas partir du métamodèle GWT. En fait, j'avais vu un papier justement où il faisait la migration d'applications GWT. Et je me suis dit, c'est pas la bonne approche parce que sinon, on va forcément tout de suite se spécialiser dans le cas de Berger-Levrault
C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la recherche, elle soit aussi appliquée à d'autres choses. C'est pour ça que le travail que j'ai fait. Alors, par contre, on savait déjà, même si c'est pas forcément le cas pour la partie migration interface graphique, on travaille à la fois sur du web et du desktop. La partie incrémentale, ça reste du web parce que l'objectif au niveau de l'industriel, c'était le web. Et donc, la norme qu'on a sélectionnée pour pouvoir créer le métamodèle à la base, c'est la norme HTML W3. Alors, c'est sur le site W3 School, mais en fait, qui est une référence dans l'ensemble des widgets qui existent dans le monde du web. Et donc, le premier métamodèle conçu, l'ensemble des widgets qui ont été d'abord supportés, c'est là. Comme ça, on est parti sur une base qui est plus générale déjà qu'un GUI framework. D'accord. Après, il y a effectivement la question de... on a un nouveau widget, par exemple, on l'a vu, le widget très compliqué, là, le tableau avec les champs texte sur le côté. À quel moment est-ce qu'on décide si ce widget-là, il est standard ou pas? Je pense qu'au niveau, enfin, moi, dans les expériences qu'on a eues maintenant sur nos expérimentations, ça a été combien d'applications on doit migrer qui ont ce widget et quelle est la fréquence d'apparition de ce widget. Parce qu'on n'est pas capable d'identifier, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, ah, on va l'appeler table complexe, ce table complexe, je ne suis pas capable de l'identifier, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de le mapper avec mon métamodèle pivot, mais je suis capable de savoir que, en fait, à chaque fois que je l'ai détecté, c'était quand même table complexe. Donc, je suis capable d'avoir une idée de sa fréquence dans l'application source que je suis en train d'analyser. Et donc, s'il apparaît énormément de fois, alors là, je me dis, ça vaut le coup de l'ajouter. Par contre, on est d'accord, c'est un widget qui va servir probablement que pour les migrations d'un framework vers un autre. Par exemple, dans le cas de Berger-Levrault, ici, c'est un widget très spécifique. Par contre, on a vu tout de suite l'intérêt de l'ajouter. Si je peux... Voilà. Si on reprend le schéma ici sur l'application Hommage, les barres bleues ici, c'est le nombre de widgets qui ont été ajoutés. Et au tout début, justement, un des widgets qui a été ajouté dans la barre, c'est justement ce table complexe. Et c'est ce qui a grandement contribué au fait de réduire le temps nécessaire pour finaliser la migration. Potentiellement, la courbe n'aurait pas eu exactement le même aspect si on l'avait seulement découvert à la fin, mais comme il a une très grande fréquence, c'est pour ça qu'on le trouve au début. Et après, alors ça, c'est les deux premières choses. Et enfin, il y a une troisième chose qu'on n'a pas fait pendant la thèse et qu'avec du recul, on aurait pu aussi, sur lequel on pourrait travailler, et même dans le futur, c'est une fois qu'on a détecté un custom widget, finalement, un custom widget, ce n'est rien de plus qu'un widget qui contient d'autres widgets avec du style et du comportement. Donc, on peut effectuer la même approche pour essayer d'extraire ce widget-là et de le représenter comme un mini-modèle, je vais dire, d'interface graphique, qui après pourrait être réinstancié et réutilisé. Donc ça, ce serait une manière de ne même pas avoir à décider finalement, est-ce que ce widget devrait faire partie ou pas de notre métamodèle. On l'extrait, on récupère sa composition et après on réinstancie ailleurs. D'accord, mais dans ce cas-là, tu aurais pu pousser la logique à dire tout est custom widget. Oui, c'est le danger, il faut... Donc, il y a une espèce de trade-off. Et là, tu m'as pris un exemple qui était intéressant parce qu'il provient d'une application et c'est genre un widget custom qu'un développeur a fait qui n'est pas fait pour être réutilisé. C'est un widget, il est réutilisé partout. Hein, oui, dans oui, son appli, mais il ne fait pas partie du framework. Oui. Et moi, j'avais en tête, genre dans Qt, dans GTK, tu as un framework hyper classique, c'est ProgressBar. Oui. ProgressBar, il n'y en a pas dans effectivement. Donc là, tu n'as pas encore prévu des... pour le coup, ProgressBar y est, puisqu'on a travaillé sur Spec vers Spec 2, oui, qui sont des desktops, et là, il y a des ProgressBar, et donc on a eu à l'ajouter. Mais c'est vrai que c'est un choix très personnel de dire à un moment, OK, ce widget-là, il me paraît, moi, en tant qu'utilisateur, très important et très fréquent, et donc du coup, je l'ajoute. On est d'accord sur ce point-là. Merci pour la discussion sur ce sujet. Il y a un autre sujet aussi qui m'a un petit peu interpellé, c'est l'utilisation exclusive d'analyse statique pour aller faire les extractions de modèles et de comportements. Enfin, je pense qu'il y a des cas où ça marche bien et probablement des cas des études de cas où ça marche très très bien d'ailleurs, parce que vous avez des pourcentages de détection, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a du code où quand on crée des interfaces de manière un peu dynamique avec des boucles for qui vont permettre d'aller citer les attributs, on ne sait même pas lesquels c'est parce qu'ils sont dans une liste qu'on vient de parcourir à l'exécution. J'ai l'impression que l'approche analyse statique, ça va rater pas mal de choses. Alors, il y a une piste sur de l'utilisation de symbolique, d'effectifs symboliques pour éventuellement aller récupérer certaines propriétés, mais je ne suis pas sûr que ce soit une silver bullet dans le cas où les applications sont hautement dynamiques. Est-ce que vous n'avez pas du tout pensé à avoir une petite partie d'analyse dynamique pour l'extraction? Ce qu'on pourrait imaginer via les tests, via un développeur qui va ouvrir l'interface, mettre des sondes un peu partout et puis faire de l'extraction des widgets qu'on voit là en mémoire.
Là, on s'approche du travail de gestion de traces, déjà un petit peu. Donc, thèse prévue d'ici la fin de l'année, avec justement l'utilisation de tout ce travail d'extraction pour aussi identifier où les traces pourraient manquer. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, on est tout à fait d'accord. Hein, on n'arrive pas aujourd'hui, si on a une boucle qui va créer 12 boutons, on va en détecter un seul bouton. Exactement. On a essayé de faire du slicing pour résoudre plusieurs problèmes. Par exemple, surtout dans la création des layouts, par exemple, où on va mettre un I++, I++ pour donner l'élément. Donc ça, le slicing nous a résolu le problème quasiment intégralement. Par contre, à l'intérieur de notre boucle, dans le code GWT qu'on avait, etc., je veux dire, dans une boucle, par contre, effectivement, on est un peu bloqué. Mais oui, on a prévu du coup la thèse justement pour répondre aussi à ces problèmes de. En fait, il y a un double enjeu là. C'est est-ce qu'on arrive à ajouter des traces pour améliorer l'extraction et est-ce qu'on arrive à utiliser l'extraction pour améliorer les traces? Et on va essayer d'avoir une boucle vertueuse là-dedans pour pouvoir finalement avoir une vision complète de nos applications. Vous avez justement dit l'utilisation des tests, les applications qu'on a là. Alors, on a les 56 tests fonctionnels, c'est un développeur qui arrive et qui les fait. Les tests automatiques, j'aimerais en avoir. Voilà, c'est pas un échange. J'aimerais en avoir et pouvoir les utiliser facilement, mais c'est pas ça. C'est pas le meilleur code pour le. C'est une application legacy d'une entreprise qui fonctionne de tous les jours dans des milliers, voilà, mais on a tous nos petits défauts et c'est pour ça que justement on veut les corriger avec l'utilisation des thèses pour appuyer justement l'amélioration de nos logiciels. D'accord, donc tu crois quand même que ce serait quelque chose de positif de mélanger l'analyse dynamique avec l'analyse statique? J'aimerais, oui. Oui, je suis convaincu qu'il faut les deux. Et juste pour revenir sur ce sujet, qu'est-ce que tu penses des langages à typage dynamique? Parce qu'il y a beaucoup quand même de vos stratégies qui reportent sur, on a vu que le type du truc, c'est JButton, donc c'est un bouton. Imagine tu es en Python où le truc, il n'y a aucun type statique. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie de. Moi, je travaille avec un langage à typage dynamique tous les jours, donc j'aime bien. Je suis censé être un petit peu multi-framework. Multi-langage et tout ça. Alors, on doit faire un peu d'inférence, c'est vrai. Mais par exemple, là, on a Spec vers Spec 2, les deux sont définis en dynamique et on arrive quand même à effectuer l'extraction. Alors, ça demande aussi un travail, effectivement, d'aller réfléchir à quelles sont les méthodes utilisées pour la création des widgets, etc. Et après, effectivement, c'est comme tout, on propose des manières de trouver justement les widgets et la composition de l'interface graphique. Il va y avoir des faux, il va y avoir des vrais, et on va affiner et on obtient généralement la bonne chose. Dans ce qu'on a fait là, on a réussi à chaque fois à obtenir la bonne chose en tout cas. Alors, tu es confiant sur l'inférence de type est capable, d'après toi, Je suis confiant. De permettre d'extraire pas mal de widgets. Mais je suis assez d'accord, en général, les news ne sont pas très loin. Généralement, il y a des conventions de nommage qui aident énormément en fait dans ces langages-là pour justement nous retrouver. Et là, les conventions de nommage, on les utilise beaucoup et c'est ce qui nous permet d'obtenir ces résultats. D'accord. Alors, j'ai une petite question sur la validation. Une petite question. J'ai beaucoup aimé votre validation de type étude de cas parce qu'elle est difficile à faire. Donc, bravo pour avoir mené ça à bien. Merci. J'ai été étonné quand même d'une chose, je me suis dit, il y a le truc idéal qu'on aimerait valider dans ce genre d'approche, c'est qu'on gagne du temps et qu'on gagne de l'argent. On gagne de la qualité à la limite. Donc, le design expérimental que j'aurais eu en tête, ça aurait été plutôt un moment, une expérience comparative où il y a quelqu'un qui migre des pages, il a l'outil, quelqu'un qui migre des pages, mais il n'a pas l'outil. Ouais, on aimerait. Et on regarderait combien de temps il met celui qui a l'outil, combien de temps il met celui qui n'a pas l'outil. On essaierait de voir s'il y a une différence significative de temps d'exécution entre les deux. Enfin bref, plein de métriques sympas. Qu'est-ce qui vous a empêché de la mener à bien, cette expérience? Parce que tu me dis, on aimerait. Déjà, il nous faudrait une personne qui fasse la migration à la main. Donc, il faut embaucher quelqu'un qui le fait. Oui, mais là, vous en aviez. On avait un stagiaire et un ingénieur qui ont travaillé 40 jours sur l'application Hommage. L'estimation à la base, c'était 1 an de migration. Ouais, parce que là, tu fais toute l'application, mais tu pourrais faire page par page. En plus, on pourrait estimer par page, mais du coup, comment faire sur le fait de savoir le nombre de widgets? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur est-ce qu'il manque des widgets, est-ce qu'il manque pas des widgets. Il faut déjà une préconnaissance beaucoup de l'application avant de faire de l'expérience contrôlée. On pourrait faire une expérience contrôlée, mais je pense que c'est plus de moyens. Et après, au final, l'application, quand elle est migrée en utilisant notre outil, l'entreprise, elle n'a pas comme ambition derrière de donner les moyens pour refaire la vérification après que tout le système ait fonctionné, quoi. Certes, mais ça veut quand même le coup de savoir si l'utilisation de l'outil est rentable ou pas rentable, en fait. Nous, vous imaginez que oui, hein, mais nous, les résultats, les résultats nous donnent ça. Par rapport aux estimations qui ont été faites, on obtient 80%, je crois,
de moins. J'ai plus les chiffres là sur les slides, mais c'est plus de 80% de temps de gagné sur l'ensemble des migrations. Voilà. C'est tellement que c'est rentable que vous dites que ce n'est pas forcément la peine de le mesurer. Ah, si, on l'a mesuré, mais par rapport à l'estimation. Ouais, l'estimation, est-ce que c'est précis? L'estimation de temps de développement sur une migration, j'ai pas de référence. 36 ans. J'ai pas de référence dans la littérature. J'ai eu un cours il y a des années qui m'a dit généralement on demande à un développeur au pif et on demande à un développeur au pif un temps et on demande au développeur de réfléchir à la problématique du temps de migration et généralement celui qui est au pif a plus raison. Et à partir du moment où j'ai appris ça, c'était en master, hein, je dis ça. Je me suis dit c'est bon, j'ai compris, on va plus faire. Il y a des modèles de coûts comme Kokomo, etc. Oui. qu'on peut utiliser pour avoir des estimations un petit peu plus fondées sur des. Merci. Ok, bon, je vais laisser aussi mes autres. Je vais poser des questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Abderrahmane Serraï, co-encadrant côté d'Hergé-Levaux. Je remercie Benoît Guérin pour le travail qui est depuis 3 ans. Je précise que quand on a annoncé l'activité qu'on allait faire de migration automatique, du DVD Garambilla, ils n'ont pas cru à ça. Ils étaient presque contre. On a dit en fait insister pour leur dire que non, on va y arriver et on va faire ce qui marche. Aujourd'hui, ils sont très très contents et on migre des choses. Et on a des choses qui sont migrées avec l'outil de Benoît et qui sont en production. En fait, il a fait un très très beau travail. Je n'ai pas de questions. Très bien le travail de Benoît, hein. Mais je vais peut-être en fait apporter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées par notamment Salah. Salah a parlé de pourquoi on n'a pas utilisé un langage de transformation, genre APL. On a commencé à d'investiguer justement dans ce sens. On a commencé à voir un petit peu Mobisco et l'APL, faire d'autres choses. On a trouvé en fait que c'est pas toujours en fait meilleur que d'utiliser en fait un langage comme Faro qui nous facilite en fait l'accès à l'information. On trouve en fait beaucoup de contraintes avec APL, notamment quand on veut accéder aux attributs d'un widget. C'est certes une petite investigation, mais on a vu en fait la preuve que ça marche pas toujours. C'est pas toujours en fait mieux d'utiliser en fait Faro ou un autre langage comme Java. Pourquoi ne pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une migration complètement automatique? Il faudrait peut-être, à mon sens, proposer un cadre dans lequel le développeur qui développe un cadre, un ensemble de bonnes pratiques. Comme ça, il ne proposerait pas en fait des nouveaux widgets. Tout ce qui a été déjà prévu dans le modèle de pivot, il serait utilisé par le développeur et pas autre chose. Dans ce cas-là, peut-être on arriverait à faire une migration automatique. Mais même avec ça, je ne crois pas trop en fait que le développeur va respecter ces bonnes pratiques. Il proposera quelque chose qui sort un petit peu du cadre qui a été identifié. Je trouve ça très très compliqué de l'avoir de manière automatique. Mais nous, notre objectif, c'est de ne pas avoir en fait, une migration automatique, c'est d'avoir un gain qui dépasse, au départ on avait dit en fait, que si ça dépasse 40%, c'est bon, on est preneur. Pour nous, c'est jackpot. Mais on est arrivé à beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Donc on est content. Pardon. Je finis par quel est le bénéfice, j'ai bien compris, en fait, de la migration incrémentale. Pour moi, on allait tomber en fait sur un cycle vicieux. Celui-là, il était clair. Hein. Très bien. Okay. Il était vachement clair par rapport à cette question. C'était juste, en fin de compte, je savais, j'avais compris. Mais c'est juste dans la présentation, en fait, ça aurait été bien de montrer le gain et de montrer que malgré ce gain, on ne pourrait pas tout de suite passer à la production. Et donc, on est obligé, si on veut que la production continue, de faire de manière incrémentale. Très bien. Donc, voilà. Et on a toujours des fonctionnalités qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, si on dit en fait qu'on va migrer de manière, ne pas utiliser une manière incrémentale, on va toujours se trouver avec du code legacy qu'on devrait en fait migrer. Et c'est pour ça qu'on a choisi en fait incrémental. Voilà, je passe la parole. Merci Abderrahmane. Nicolas Moutil, co-encadrant côté Léria. Oui, je vais faire comme Abderrahmane, je ne vais pas poser de questions non plus, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, même un peu plus de 3 ans.
Je vais juste dire que ça a été très agréable de travailler avec toi, Benoît. Je signale que j'ai eu Benoît en IUT. Donc, je peux dire que c'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Et déjà en IUT, je l'avais repéré parce que c'était un étudiant qui était curieux, dynamique, qui essayait des trucs. Et quand j'ai appris qu'il voulait faire une thèse avec nous, ça a vraiment été un grand plaisir pour moi. Et je suis très, très, très satisfait du résultat. Et donc, bravo Benoît. Merci. Et merci pour ce travail. Merci Nicolas. Allez, tiens, directrice de recherche. Professeur, mais bon, c'est pas grave. Ouais, d'accord. C'était directrice de recherche de la Ah ouais, c'est vrai, c'était pas Nicolas. Ah bon. Bon, ben, je voulais d'abord remercier le jury d'être venu en présentiel et puis du loin, avec beaucoup d'heures de train, et pour certains, beaucoup d'heures de train dans la journée. Donc un grand merci pour le travail et les remarques que vous avez pu faire. Et puis bien sûr, merci Benoît. Donc moi, Benoît, je l'ai eu à Polytech. C'est moi qui l'ai débauché. Voilà, il dit qu'il était content, mais la première fois qu'il l'a vu débarquer, il n'était pas super content. De Benoît, qui parle beaucoup et qui parle beaucoup. Voilà. Il a quand même beaucoup travaillé et bien travaillé. Il a tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, Berger-Legros est vraiment satisfait. Et du coup, on est en train de monter un laboratoire commun et c'est aussi parce qu'on a ces résultats qu'aujourd'hui, on est capable de monter un laboratoire commun avec Berger-Legros. Donc, merci pour toutes ces années. Et ce qui est bien, c'est qu'au travers de ce laboratoire commun, on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Et voilà, merci pour le travail, celui-là, et puis pour ce que ça a engendré. Merci. Merci Anne. Ok. Moi, je vais te poser. Bon, je te remercie pour ta présentation. C'était très dynamique et de toute façon, c'est très bien après le repas de midi. Parce que la thèse, des fois, ça a le matin. C'était très bien. C'était très dynamique et c'était plaisant. Très équilibré sur tout ce que tu as fait. Alors, moi, je vais enlever ma casquette de scientifique et je vois un peu le technicien informatique. Alors, si on m'avait présenté le sujet comme ça, je crois que Caméraman a dit pas, les gens ne croyaient pas et tout, et je pense que c'est un sujet qui est hyper difficile. Et alors, je vais quand même t'embêter un petit peu sur des sujets un peu techniques. En tant que technicien, moi, ça m'avait dit, bon, tu prends souvent, alors j'ai bien compris que ton approche est générique. Hein. Et sur la migration, un peu comme Caïtalon, GWT en Angular, moi, j'aurais eu un petit peu tendance à jouer un peu astuce. Si j'ai compris, le code Java, on génère du JavaScript sur le framework GWT. Il prétend que le code est optimisé. Tu es dans un cadre, c'est ce qui est marqué sur la doc. Moi, je ne connais pas GWT, mais je connais bien Angular. Je parle parallèle. J'ai compris qu'il générait du code JavaScript à partir du code Java. Oui. Et ce code JavaScript est optimisé. C'est ce qu'ils disent dans la doc. Bon, s'ils le disent, c'est sûrement qu'ils ont raison. Donc, en fait, après, tu es dans un cadre où tu as du code JavaScript qui est bien structuré. Apparemment, quand tu passes par une logique de génération de code, ça enlève beaucoup de problèmes parce que tu sais que le code est extrêmement structuré, extrêmement cadré et tu peux facilement le remonter, le mapper sur ton modèle. Si tu regardes côté Angular, normalement, c'est développé en TypeScript. Oui. Et donc, rebelote, tu repasses sur une logique de génération de code. Et donc, le code, là, pour le coup, ce côté-là, je connais très bien. Le code est absolument optimisé, extrêmement cadré, etc. Donc, en gros, sur ce cas de figure-là, tu as un cas un peu, entre guillemets, un peu facile, où en gros, tu as du code généré des deux côtés, et ton mapping, il est assez relativement facile à écrire, normalement. Est-ce que toi, tu penses... Le mapping pour avoir la communication, vous voulez dire, entre les deux? Du code JavaScript généré de l'autre. Pour avoir la communication entre les deux? Oui, pour avoir la mise en correspondance en disant, ce code-là, je passe de l'autre côté. Par exemple, avec des transpilers comme Babel qui sont utilisés dans les technologies JavaScript,
Babel, ça te génère, tu dis voilà, j'ai du JavaScript 3, je passe à du 5, je passe à du machin, etc. etc. Et en fait, le transpiler, il génère des versions différentes de langage de programmation JavaScript. Alors, le travail qu'on a fait, alors effectivement, le but déjà, c'était pas de passer vers JavaScript, on est bien d'accord, on va bien de JWT à Angular, donc TypeScript. Donc, il nous faudrait un transpiler JWT vers TypeScript, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Il y en existe. Il y a G Suite, qui est cité dans la thèse, qui travaille justement sur la transpilation de code. Alors là, on parle de Java vers TypeScript. Et on a effectué une comparaison justement entre le code qui est transpilé à partir de G Suite et par rapport à notre approche. Au-delà du fait que le code transpilé, dans les exemples sur le web, bien sûr, du site de G Suite, ça fonctionne très bien, mais dans le cas réel, sur les applications qu'on a, il manque des librairies, la compilation ne passe pas, et le nombre de problèmes de fiabilité, pas forcément par SonarCube, mais aussi par le linter de TypeScript ou le compilateur d'Angular, explose par rapport aux résultats que nous on a. D'accord. Ou par rapport à l'application originale. Donc en fait, on a étudié justement ça, et on a aussi étudié la possibilité de modifier le transpilateur JWT pour qu'il nous transpile directement vers du TypeScript. Mais là, c'est pareil, on passe dans un niveau de complexité qui est largement supérieur et qui ne nous permettrait pas d'avoir la migration qui supporte différents frameworks en entrée et différents frameworks en sortie. Okay, super. C'est extrêmement clair, c'est intéressant parce que si tu veux, c'est des choses concrètes. Voilà, moi, je te dis, je joue un rôle de technicien. Deuxième petite question sur pas de web component à un moment donné, de mon slide 87. Oui. Et les composants sont dans Angular ou pas? Parce que j'ai pas compris. Ça s'appelle des Angular Elements au sens Angular. C'est la même technologie. C'est parce que Web Component, c'est le terme qui est utilisé dans la norme web. Et Angular Elements, c'est l'implémentation ou le nom que c'est donné dans le framework Angular. La notion de component au sens d'Angular. C'est pas autre chose. On s'approche à ça. On s'approche à ça. C'est en fait, il y a juste. Shadow DOM, oui. Ah non, mais alors ça, c'est pas. Parce que dans Angular, tu as une notion native. Non, c'est juste un éclairage que, voilà. Tu as une notion native de component dans Angular. Oui. C'est quasiment similaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Angular, on a la capacité, techniquement, en Angular, chaque composant, au sens composant Angular, chaque composant au sens composant Angular peut être transformé en un clic, en une méthode, en un web component. Ils ont fait ce travail pour justement passer de l'un à l'autre très simplement. Mais il y a quand même des différences. D'ailleurs, en GWT, on passe pas, on ne va pas le faire tout de suite. Il faudrait charger une autre librairie, techniquement, une librairie qui s'appelle Polymère, qui doit être compatible avec notre version de GWT, mais on est sur du vieux code, donc c'est jamais compatible. Et voilà. Ok, dernière question, bon, questions qui sont intéressantes on va dire, pour un praticien. Enfin, mon point de vue, c'est pas très scientifique. Puisque Verdelebro est très important sur Angular, on a pu comprendre. Il y a une notion de module qui est hyper importante dans Angular. Est-ce que tu traites ce sujet-là, qui est un sujet quand même. Est-ce que tu sais, c'est ça, je me dis, comment tu arrives à aller en leur organisant ta cible avec cette notion de module, est-ce que tu l'as utilisé ou pas? C'est une question juste de curieux. Hein, oui, pas de souci. Il y a une notion de module en GWT qui existe. Dans la migration, un des objectifs, ici, qui n'est pas écrit noir sur blanc, c'est aussi que effectivement le développeur retrouve son code. C'est important pour nous. Alors, on s'est posé la question, est-ce que l'on souhaite migrer et avoir du code qui ressemble à celui d'avant pour que le développeur puisse facilement reprendre son travail, ou est-ce qu'on souhaite remodulariser l'application pour la faire plus Angular riche? On a fait le choix de rester sur la même structure ici pour que les développeurs puissent continuer. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas envie de licencier la moitié des développeurs de l'entreprise pour continuer à développer l'application. Donc, on préfère qu'ils gardent la connaissance métier, puisque c'est ça qui est le plus important pour nous. Et donc, j'ai tout simplement réutilisé la notion de module que j'ai retranscrit avec celle qu'ils utilisent en Angular. C'est un mapping 1-1 des modules entre l'un et l'autre. Pour le coup, en supposant que ce qui a été fait avant a été réfléchi. Oui, d'accord. Ça, je crois que dans la thèse, c'est très clair, cet aspect-là. En lien avec Fédéral dans ce rapport là-dessus, sur les hypothèses de base sur lesquelles tu travailles. Donc ça, vous allez revenir, je pense que c'est intéressant. Je te remercie par rapport à. Merci à vous. Question. Est-ce qu'il y aurait une petite question rapide supplémentaire? Il n'y a pas trop. Je pense que les gens sont descendus. On va aller vite. Merci beaucoup. Dans l'assistance, s'il y a des docteurs. Je pose des questions si on va aller. Merci beaucoup.